Bonjour à tous, bienvenue à la rencontre régionale de la Braze Marketing Academy le 15 octobre. On est tous derrière nos écrans, c'est assez perturbant. Mais voilà, bienvenue à tous. On aurait vraiment voulu aimer se revoir tous à Lorient, mais voilà, les conditions actuelles compliquent la chose. Mais nous avons donc pu maintenir cette rencontre sur le marketing d'influence, voilà, en distanciel. Et le grand avantage, c'est que nous étions complets sur Lorient, on avait 95 places. Et aujourd'hui, il y avait plus de 230 inscrits pour cette rencontre régionale. Donc, on peut dire qu'on va faire le plein en visio. Je vais vous repartager rapidement les quelques éléments que nous devons voir sur la matinée. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas la Braze Marketing Academy, hop là, je vais vous repartager. Ça ne veut pas. C'est le dernier, c'est pour ça. Hop. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Braze Marketing Academy, c'est le réseau des marketeurs et des communicants en Bretagne. Et nous nous adressons donc à tous les professionnels marketing et communication des entreprises bretonnes sur les 5 départements, donc Loire-Atlantique inclus, et également au monde de l'enseignement en Bretagne, donc les enseignants-chercheurs. Ce réseau permet justement d'apprendre les uns des autres, de partager, de prendre la hauteur, de trouver des solutions marketing en Bretagne, ce qui permet vraiment de monter en compétences et d'échanger avec ses pairs dans la région pour trouver ensemble des solutions à ces problématiques, puisqu'on se rend compte que finalement, d'un secteur d'activité à un autre, les problématiques marketing peuvent être les mêmes. Nous avons donc 3 rencontres régionales par an habituellement en physique, aujourd'hui en distanciel, et des rencontres locales par département. Donc, on en a 6 avec des animateurs locaux à chaque fois. On a donc Finistère Nord, Finistère Sud, et Côte d'Armor, Morbihan, Loire-Atlantique et Ille-et-Vilaine. Et du coup, chacun d'entre vous peut participer à ces rencontres. Vous recevrez les informations dans tous les cas. Et pour retrouver les informations sur la Braze Marketing Academy, je vous invite donc à suivre la page LinkedIn Braze Marketing Academy pour avoir toutes les informations. Aujourd'hui, donc le sujet qui nous intéresse, c'est le marketing d'influence, donc un véritable sujet qui est transverse à différents secteurs, qui est un sujet qui est montant aussi, qui ouvre de nombreuses possibilités. Et nous avons décidé de vous offrir un panorama de ce que vous pourriez faire en influence et vous donner surtout les clés pour bâtir votre stratégie d'influence. On souhaite vraiment que vous repartez de cette matinée avec des choses qui vont se déclencher en vous pour permettre de créer de l'influence pour votre marque, pour votre entreprise, pour vos produits, etc. Alors, et au programme de cette rencontre, donc de 9h30 à 12h15 environ, il y aura des pauses entre chaque intervenant, histoire d'aller prendre un café. Nous commencerons donc par Gilda Launay, donc le directeur de Publicis Everyday Content, qui nous parlera du coup du marketing d'influence de façon générale, comment bâtir sa stratégie, donc de quelque chose d'assez descendant, et pour y voir vraiment beaucoup plus clair. Nous enchaînerons donc avec Claire Gestin de Paysans Bretons qui expliquera donc la stratégie d'influence de la marque Paysans Bretons. Et nous finirons par Glenn Vigouroux, qui est lui-même influenceur et également entrepreneur en stratégie en social media et notamment associé de Tirefest, qui est une agence à Rennes spécialisée dans le marketing d'influence. Pour poser les questions, il est tout à fait possible d'interagir avec les participants. Nous aurons à chaque fois donc un temps de présentation et un temps de questions-réponses à la fin. Et via votre vidéo, vous pouvez poser les questions et nous, on modère derrière et on posera les questions aux intervenants directement. Je vous souhaite donc à tous une excellente matinée et en notre compagnie. Et on espère que cette première en visio, puisque c'est aussi un test pour nous, va bien se dérouler et va vraiment répondre à vos attentes. N'hésitez pas surtout à nous envoyer des questions.
Voilà un petit peu pour le déroulé de la matinée. Du coup, je passe la parole à Gilda Launay, donc des Publicis Everyday Content, pour commencer la matinée. Merci à tous. Merci Coralie. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Oui, c'est bon pour vous? Alors, je vous remercie déjà de votre invitation. Je suis très content d'avoir une première occasion de rejoindre la Braise Marketing Academy. Et plutôt, parce qu'on est tous là, comme Coralie l'évoquait, on est tous derrière nos écrans, on est tous, je ne sais pas si on est dans un monde d'après, mais en tout cas, on est dans un nouveau monde. Et j'aurais trouvé étrange de venir vous parler d'influence comme si rien ne s'était passé. Et comme si l'influence n'était pas aussi certes un enjeu de marketing, un enjeu de marque, mais aussi, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous, j'espère, un enjeu de réponse au contexte qu'on est en train de vivre, avec toutes les questions qu'on se pose. Il se trouve que moi, je travaille dans un univers qui est celui, comme la plupart d'entre vous, des marques, du marketing, de la communication. Et avant, je travaillais dans la publicité. Notre univers, il est aussi très, très bousculé. Il est bousculé à plein de niveaux. On sort d'un confinement, on sort d'une année 2020 qui est quand même, le moins qu'on puisse dire, assez compliqué. Et ce que je vais essayer d'évoquer avec vous, c'est en quoi l'influence trouve sa place dans un contexte où les publics ont une défiance envers les institutions et les marques, ont une défiance parfois par rapport aux canaux de communication un peu classiques, publicitaires, et n'ont pas toujours l'oreille ou n'accordent pas toujours le crédit aux marques lorsqu'elles s'expriment pourtant sur des sujets qui sont très importants pour nous aujourd'hui, comme la responsabilité sociale et environnementale, les engagements. Donc, on a d'un côté des attentes du public qui sont hyper importantes sur le local, sur les transitions, quelles qu'elles soient, alimentaires, énergétiques. Et on a besoin de trouver de nouveaux canaux pour faire en sorte d'être entendu en tant que marque. C'est vrai aussi d'ailleurs des institutions. Et c'est là-dedans que je vais essayer de vous parler de l'influence et de vous montrer en quoi l'influence, elle a un rôle particulier pour vous tous dans cette période de changement. Je vous dis deux mots sur qui je suis. Je suis les deux personnes là que vous avez à l'écran. Je suis à droite aujourd'hui président d'une des agences du groupe Publicis et j'enseigne aussi à Sciences Po, donc je vis à Paris. Et à gauche, ce jeune garçon avec un t-shirt Bernard Hinault. Alors je ne sais pas où c'est, j'ai l'impression que c'était à Port-Louis, en tout cas c'était dans le coin. C'est un jeune Morbihanais puisque je suis aussi breton. Et comme tous les Bretons, il me faut à peu près 5 minutes pour placer le fait que je sois breton. Vous connaissez tous le syndrome, j'imagine. Et encore 5 minutes, c'est des fois un peu long pour nous dans une conversation. J'imagine que vous connaissez aussi le fait que quand on est breton et qu'on voyage en dehors de la Bretagne ou qu'on vit comme moi en dehors de la Bretagne, cette urgence de dire qu'on est breton et de se référer à notre culture, elle est encore plus importante. Et ça, c'est un point clé aussi quand on est une marque bretonne. Et j'y reparlerai plus tard, parce que je pense que quand on parle d'influence, on est tous un bon exemple de notre capacité à être des ambassadeurs de la Bretagne, des ambassadeurs d'une forme d'identité. Et typiquement, dans mon agence, je pense que je dois être le seul breton dans mon agence, il y en a peut-être une autre d'origine bretonne. C'est devenu une blague, le fait que je me réfère à longueur de temps, alors que je vis à Paris depuis 25 ans. C'est devenu une blague, le fait que je me réfère à ça de manière aussi forte. Et je vais essayer de faire en sorte aussi d'atterrir, vous verrez à la fin de ma présentation, sur le rapport et le potentiel qu'offre l'identité bretonne dans toute sa modernité avec la stratégie d'influence, que je pense que ce n'est pas anecdotique aujourd'hui. Et en réfléchissant à ce que j'allais partager avec vous aujourd'hui, ça m'a frappé. On va commencer par parler un peu du contexte et on espère tous avoir une meilleure normalité à venir. Là, ce qu'on vit est peut-être un petit peu désincarné, mais j'espère aussi que ce réseau, la digital, c'est aussi une manière de réinventer l'influence entre nous, un peu à distance. Je vais vous faire une cour. Alors, le but, c'est pas de vous faire un cours d'influence, hein, mais une petite histoire de l'évolution du marketing d'influence, parce que ça fait quand même quelques années, notamment depuis le début des années 2000. Avant de travailler chez Publicis, en 2004, j'ai créé une agence qui s'appelait Bonnie and Clyde, comme le film, Bonnie and Clyde, parce que mon associé était une femme à l'époque, et c'était une des premières agences d'influence en France, à une époque quasiment préhistorique de l'influence, où on parlait, souvenez-vous, des blogueurs, et où les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'étaient pas encore apparus. Donc, je vais vous retracer assez rapidement un petit peu d'où on vient, surtout où on est, et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme émergence de nouvelles formes d'influence, ce qui doit être le plus intéressant pour vous, les types d'influenceurs auxquels on peut être confronté,
puisqu'il y a aussi une évolution sur la typologie. Les thèmes sociaux les plus marquants, thèmes sociaux, je le dis volontairement, parce que c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui. On est quand même, et vous le voyez sur les réseaux sociaux, tous perturbés, interrogés, émus par des questions sociales que les marques doivent prendre en compte. Et ça, c'est important au niveau national comme au niveau local. Et voir comment on peut optimiser des campagnes aujourd'hui, comment on peut optimiser des formats. Je vous donnerai un cas assez concret d'une campagne d'influence sur laquelle j'ai pu travailler pour un distributeur français. Et puis derrière, atterrir sur quelques learnings clés. Si je dois vous laisser quelques axes de développement autour de l'influence, les partager avec vous en conclusion. OK ? Donc, je pense que j'ai 30-40 minutes avec vous, c'est ça à peu près. Je vais commencer par vous parler de cette question qu'on a envie de tous se poser. Hein. On en parlait un petit peu avec les autres intervenants juste avant de se connecter. Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Et aujourd'hui, quand j'ai des rendez-vous avec mes clients, avec les marques que j'accompagne, c'est souvent aussi une question qu'on essaye de ne pas mettre de côté. Parce que peu importe son secteur d'activité, qu'on travaille dans l'alimentaire, dans la beauté, j'ai un de mes clients que vous connaissez et qui est une grande marque bretonne qui est Yves Rocher. Et Yves Rocher aussi est une marque de transition qui est un acteur assez historique de la transition environnementale. Mais peu importe le client, que ce soit dans l'énergie, dans l'automobile, c'est passé quoi en 2020 ? Et en quoi 2020 perturbe notre manière aujourd'hui de concevoir la communication globale et puis l'influence ? Si je vous fais un petit peu un rembobiné, comme dans un film, et je vais commencer par des choses assez lourdes, mais rassurez-vous, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure. On a commencé l'année par des incendies apocalyptiques. Et on a vu disparaître des zones humides dans le monde et des réserves naturelles. On a enchaîné sur des inondations mondiales qui sont la conséquence d'un changement climatique qu'on annonce depuis des années, mais sur lequel on n'a pas trouvé réellement de solution et sur lequel on n'a pas pris de décision. Et puis finalement, cerise sur le gâteau, on a continué avec une pandémie mortelle dans laquelle on est encore et qui balaye progressivement la planète, qui est partie de l'Asie, qui a atterri chez nous et dont on a du mal à se débarrasser. Et cette pandémie, vous voyez, c'est un portrait très positif pour commencer cette présentation, a enchaîné sur des vagues de chômage à long terme et d'économie qu'on avait déjà connues avant, puisque souvenez-vous, l'année précédente, on avait, nous, en France, le phénomène des gilets jaunes, qui n'est pas encore complètement éteint, puisque évidemment, la crise économique est aussi un point qui préoccupe tous les acteurs économiques et tous les acteurs politiques. Et en parallèle de ça, il y a des crises aussi qui ont animé les médias, qui ont été des crises autour des luttes pour à la fois le Black Lives Matter, mais aussi on connaît en France le rapport homme-femme. Et ces sujets-là aussi sont des sujets d'influence, parce que ces sujets-là sont des sujets auxquels on est confronté tous les jours sur les réseaux sociaux, si je prends l'exemple du digital, dans un univers où à la fois la société s'exprime et les marques s'expriment. Et au final, vous verrez qu'on attend des marques à ce qu'elles puissent prendre la parole. Là, j'ai fini le côté sombre. Si je quitte le côté obscur pour vous parler aussi de ce qui a été, et c'est plutôt ma nature positive dans cette année. Dans cette année, on a aussi vu qu'on était tous face à ces événements réveillés dans une prise de conscience. Réveillés dans une prise de conscience, et je ne dissocie pas le citoyen du consommateur, parce que c'est a priori la même personne, à moins qu'on soit schizophrène. On a été réveillés dans notre prise de conscience de notre vision en tant que citoyen, et on a des élections qui vont arriver en 2022, et on a été réveillé en tant que consommateur. Et souvent, on a fini par peut-être aussi réunir ces deux personnes. Et on est tous en mode solution, dans notre manière de vivre, et on attend des marques aussi qu'elles apportent des solutions. Donc, il y a une forme d'impatience. On a compris aussi que quand on arrêtait, et souvenez-vous, pendant le lockdown, pendant le confinement, on a compris que finalement, quand on arrêtait d'avoir une suractivité, on avait un véritable impact sur la planète. Alors, on l'a fait contraint, on était tous enfermés chez nous, on écoutait les oiseaux chanter, et on redécouvrait aussi une forme de consommation beaucoup plus basse. Et c'est un indicateur qui est hyper intéressant à observer, parce qu'on a tous été, quand on est revenu au travail, quand on est revenu dans la consommation, un peu les influenceurs aussi de cette nouvelle vie, en partageant nos bonnes résolutions et en échangeant aussi sur la manière dont on voulait consommer désormais. Et on a peut-être changé, et on en est le bon exemple aujourd'hui, vous voyez, on trouve ça de moins en moins extraordinaire de faire une conférence en ligne. On a en tout cas emporté et apporté avec nous de cette période de confinement de nouvelles habitudes. Dans ces nouvelles habitudes aussi, et ça c'est important pour la dimension d'influence, on a un usage accru des réseaux sociaux, qui était déjà assez fort avant et on en parlera. Et je vais essayer d'évoquer avec vous en quoi l'influence
et notamment à travers le social media, elle a aussi aujourd'hui un nouveau rôle. Il y a une colère quand même qui s'est enflammée et on le voit aujourd'hui à travers plein de phénomènes, hein, le harcèlement et les agressions faites aux femmes, le droit des femmes, le Black Lives Matter, mais aussi des sujets autour du Covid et éventuellement demain des sujets autour de la consommation. Une colère qui est là et qui est aussi une forme d'influence collective qu'il ne faut pas nier, et on en parlera aussi, et qui prend de plus en plus d'importance. Ce qui est très positif aussi, c'est qu'on voit émerger, face à tous ces phénomènes, au final, des mouvements solidaires. Quand je parle d'influence collective, une capacité à se mobiliser, parfois réellement dans les rues, parfois virtuellement sur les réseaux sociaux, pour des sujets de société, et vous le verrez aussi autour de sujets de consommation, évidemment autour d'influenceurs et d'ambassadeurs. Ce qu'on essaye de dire, grosso modo, et vous vous souvenez du débat après le confinement, et ensuite je vais basculer plus sur l'influence d'un point de vue pratique, mais c'est important pour moi cette introduction parce que je pense que l'influence, quand on a vécu ce qu'on a vécu dans ces derniers mois, elle va être une belle alternative à des canaux de communication beaucoup plus classiques. Elle va être quelque chose d'assez attendu et qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Et quand on a aujourd'hui des marques qui sont défiées dans leur crédibilité, hein, à s'exprimer parfois sur leur transition environnementale, énergétique, sur leurs engagements sociaux, qui parfois sont défiées alors qu'elles ont des preuves réelles, qui ne sont plus écoutées, passer par des ambassadeurs, passer par des influenceurs qui, eux, sont, et je vous donnerai une typologie des ambassadeurs, qui sont crédibles, qui sont experts, qui sont proches, qui sont locaux, qui nous ressemblent et auxquels on va croire un peu plus facilement. C'est peut-être aussi une nouvelle normalité de la communication et c'est ce que je vais essayer de dérouler avec vous. Et donc, ce préambule sur le Covid, c'est pour vous dire que tout est lié. Et qu'aujourd'hui, aborder l'influence sans penser à ce contexte, sans penser à ce nouveau modèle de communication et sans penser en quoi l'influence peut vous aider à communiquer pour le mieux. Parce que je pense que s'il y a un point qui réunit toutes les marques dans leur communication aujourd'hui, c'est comment on s'inscrit dans ce mieux manger, dans ce mieux se déplacer, dans ce mieux habiller, mieux consommer, plus juste. Si vous ne prenez pas en compte cette dimension pour l'influence, vous risquez de passer à côté de points clés. Avant de parler du présent, je vais vous faire un petit récap très rapide de l'évolution de l'influence dans le temps. Le but, ce n'est pas d'être théorique, c'est que c'est assez significatif à mon sens d'où on vient en termes d'influence et ce vers quoi on est en train d'aller. La bonne vieille influence, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'en tant que breton, il me faut à peu près 5 minutes pour le placer dans une conversation. Ça, c'est du bouche à oreille. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a une histoire de l'influence que vous connaissez tous. Le premier réseau de l'influence, c'est le déjeuner du dimanche midi où vous êtes en famille. Vous avez envie, par exemple, d'acheter un nouvel ordinateur et vous allez aborder la question à table. Et à table, autour de vous, il va y avoir un expert, qui peut être votre sœur, votre beau-frère. Moi, c'est ma maman de 75 ans qui est experte en informatique dans la famille. Et vous avez toujours un premier influenceur autour de la table qui va prendre la parole et qui va dire, moi, j'ai une expérience avec cette marque ou avec cet installateur ou avec ce distributeur, et qui va partager quoi, grosso modo? Qui va partager un discours qui peut être un discours de marque, mais ramener à une expérience personnelle ou ramener à une expertise, ramener aussi à des goûts, puisque c'est subjectif, et au final, formuler une recommandation. Et une recommandation d'autant plus forte que c'est la recommandation d'un individu qui vous ressemble, qui est proche de vous. Cette dimension de crédibilité, de proximité, c'est ce qu'on cherche. Alors, on a tendance des fois à parler de l'influence réseaux sociaux, technologie. Moi, j'aime bien amener ça à des choses un peu fondamentales. C'est avant tout du bouche à oreille. Ensuite, évidemment, les personnages de fiction sont aussi devenus des influenceurs. On connaît l'histoire du Père Noël avec Coca-Cola, Père Noël qui à l'origine était vert, qui est devenu rouge pour des raisons marketing. Bon, nous, aujourd'hui, on a le Brescola, donc on a trouvé une belle alternative. Mais pourquoi on a commencé à trouver des influenceurs fictionnels? C'est parce qu'il fallait commencer aussi à utiliser dans la publicité des biais, des personnages. Donc ici, on est sur un personnage, je ne sais pas si vous croyez encore ou pas au Père Noël, donc je vais prendre des précautions. Mais on est sur un personnage plus ou moins réel, on va dire. Réel pour certains, virtuel pour d'autres. Et on trouve le biais du personnage pour s'identifier à quelqu'un et faire en sorte que la marque prenne la parole par le biais de ce personnage. Et du coup, qu'elle se rapproche de l'intimité par une histoire. Donc, il y a eu plusieurs marques comme ça qui ont commencé. On a le bonhomme Michelin en France. On a plein d'histoires comme ça.
plusieurs marques qui ont commencé à trouver des influenceurs fictifs pour essayer de se rapprocher de leur audience. Moi, je vais vous raconter une petite histoire auquel Coca-Cola me fait penser. Il y a quelques années, je travaillais en Afrique et dans un pays qui s'appelle le Rwanda. Et un jour, je discutais avec un médecin canadien qui avait parcouru le monde. Et ce médecin canadien, qui avait 65 ans, donc il avait vraiment travaillé à peu près dans toutes les crises humanitaires. Moi, j'étais jeune, j'avais 25 ans. En apprenant que j'étais breton, il m'a dit, écoute, Gilda, j'ai travaillé dans une trentaine de pays. Est-ce que tu sais les deux choses qu'on trouve partout dans le monde? Il y a deux choses qu'on trouve dans chaque pays où je suis allé. Alors, j'ai cherché, et sa réponse, je ne sais pas si vous la connaissez, c'était un breton et une bouteille de coca. Et quand je fais référence à l'influence, alors cette histoire est drôle, elle est au final assez vraie. Si vous avez l'occasion de voyager, il y a aussi cette dimension internationale du storytelling. Et pourquoi le Père Noël est important? C'est que le Père Noël, il a permis aussi d'avoir une couverture très, très globale à travers une histoire. Comme, et si on parle du réseau breton, la capacité qu'on a, qu'on soit à New York, à Londres, en Amérique du Sud ou en Afrique, à couvrir un territoire, à revendiquer notre identité, quelque part à créer un réseau d'influence aussi qui dépasse nos frontières, évidemment régionales, nationales, mais aussi internationales. Et j'aime beaucoup cette histoire, je trouve qu'elle est assez représentative de notre marque. Derrière les personnages fictifs, au XXe siècle, on a trouvé une autre forme d'influence qui a été celle du sportif, auquel on s'identifie. Et évidemment pour des marques lifestyle, mais aussi pour tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est beauté, puisqu'il incarne la force, ou elle incarne la force, même si on a mis du temps finalement aussi à valoriser les femmes sportives sur ce sujet. Et des célébrités au global qui inspirent les consommateurs pour une raison très simple, c'est qu'on a envie de leur ressembler. On n'a pas envie de ressembler au Père Noël, mais on l'écoute, mais on a envie de ressembler à ces célébrités. Et puis, je vous évoquais tout à l'heure, moi, quand j'ai eu l'occasion de lancer ma première agence sur l'influence en 2004, le phénomène d'influence, c'était les blogueurs. Et finalement, les blogueurs étaient un réseau d'influenceurs un peu plus réduit. Pourquoi? Parce que bloguer, ça demande un effort, de mettre en ligne des posts, de créer un site. Et on avait des influenceurs et des blogueurs qui étaient des personnes qui s'exprimaient sur des sujets. Et c'était, on va dire, la première période de l'influence, de 2004 à 2010. Mais en 2015, on a eu une vraie rupture. Pourquoi? Parce que la transformation de la culture Internet, elle a multiplié la capacité de prendre la parole à tous et chacun. J'imagine que tous, là, aujourd'hui, vous avez au moins un réseau social sur lequel vous vous exprimez. Et ce qui est assez intéressant aussi en termes d'influence, c'est que quand on est une personne, on a souvent tendance, si encore une fois on n'est pas schizophrène, à être la même personne, mais de manière différente sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, je vais être Gilda, enseignant à Sciences Po et dirigeant d'entreprise. Sur Facebook, je vais être Gilda, plutôt connecté, par exemple, à mon réseau d'amis en Bretagne, à ma famille et à des gens avec qui j'ai étudié. Sur Instagram, ça va être mon côté plutôt privé. Sur Twitter, je vais prendre la parole sur des sujets qui sont des sujets métiers. D'accord? Toutes ces facettes des réseaux sociaux nous ont permis en fait d'avoir des applications qui ont fait évoluer de manière assez spectaculaire ces dernières années le marketing de l'influence et aussi son influence. On a basculé en fait d'une ère où on participait à une ère où on peut tous très rapidement créer du contenu et avec beaucoup moins d'efforts que sur un blog. Et où aussi on est, et c'est très important pour l'influence, on a souvent tendance à penser qu'être un influenceur, c'est quelqu'un qui s'exprime. Un influenceur, c'est quelqu'un aussi, en tant que marque, qui peut relayer votre contenu. Il peut être un média relais, d'accord? Si vous trouvez dans la manière, et on verra tout à l'heure sur un exemple que je vous donnerai, une manière de diffuser votre contenu qui va l'intéresser et dans lequel il va se reconnaître. Et donc, les formes d'influence ont beaucoup bougé. Et du coup, on est devenu, souvenez-vous, le blogueur quand même, c'était quand même la course à l'ego, souvent, avec une volonté d'avoir une notoriété. D'ailleurs, paradoxalement, la reconnaissance des blogueurs, quand je travaillais sur le sujet entre 2004 et 2010, les blogueurs avaient l'impression d'accéder à une notoriété quand ils passaient à la télé ou quand ils étaient cités dans la presse. Moi, ça me faisait souvent sourire parce que je me disais, on a un média alternatif et finalement, on va chercher la reconnaissance des médias assez classiques. Mais aujourd'hui, c'est les plateformes sociales qui sont devenues les acteurs du changement. Et ça, c'est un premier point de départ pour réfléchir à ce qu'est l'influence aujourd'hui. Vous voyez en bas, Influence for Good. On a aujourd'hui une croissance très, très forte des influenceurs lorsqu'ils s'expriment sur tout ce qui est notre transformation et donc notre rapport à la consommation, c'est-à-dire la sécurité, évidemment les dimensions sanitaires,
évidemment les nouveaux modes de consommation, tout ce qui est du changement. On est tous aujourd'hui en train de s'interroger sur comment on doit changer, comment on doit s'adapter à ce nouveau monde, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui nous arrive. Et on va tous chercher des recommandations auprès de personnes qui vont porter des conseils et des valeurs de marque aussi, lorsque c'est des influenceurs de marque, autour de… si je vous donne un exemple, j'ai un de mes clients qui s'appelle Carrefour, que vous connaissez, qui est un acteur de la transition alimentaire. Et comme toute marque qui part de très très haut, il y a une défiance possible envers leur communication. On travaille avec des influenceurs, par exemple, dans l'univers de la food, des chefs ou des acteurs locaux, mais aussi des paysans, pour essayer de faire en sorte que la parole elle soit portée au plus près des intérêts et avec des contenus aussi qui soient des contenus utiles. Donc, une première forme d'influence aussi là-dessus, c'est comment je vais réussir, moi, à développer une campagne d'influence sur l'alimentaire, sur l'énergie, sur l'éducation, des contenus de marque qui vont aider mes consommateurs et mes audiences dans cette transition. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'influenceurs qui se transforment en paysage d'autorité, c'est-à-dire qu'ils sont là sur leur plateforme pour travailler à ce meilleur avenir autour de la diversité ethnique, aujourd'hui autour de la beauté, quand je travaille avec un Yves Rocher et pour un Yves Rocher sur les réseaux sociaux, typiquement la question de la diversité de la beauté des femmes et de leur nature, pas seulement d'un point de vue ethnique, mais au niveau des types de beauté, de l'âge, c'est un point qui est clé. Et c'est un point sur lequel aussi on a besoin parfois de relais d'opinion. Si je résume avant de basculer vers du plus concret, qu'est-ce qui se passe là aujourd'hui quand vous devez aborder une stratégie d'influence? C'est que le paysage s'est fragmenté. Alors ça veut dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus d'influenceurs possibles, de tailles différentes, d'expertises différentes, et que pour le coup, dans ces temps incertains, ce qui est clé, c'est comment mobiliser les bons influenceurs au bon niveau, et vous verrez aussi sur le bon zoning, puisqu'il y a des influenceurs locaux et globaux, pour essayer de remobiliser les gens. Et le remobiliser les gens autour des marques, il est assez clé dans cette fin de période d'influenceurs. Et le terme d'influenceur, aujourd'hui, il me paraît en fait, même si la présentation et la journée aujourd'hui, la matinée se passe sur l'influence, il me paraît plus très, très adapté. J'ai l'impression qu'il correspond un petit peu à ce dont on parlait il y a quelques années. Il est un peu trop général. Alors, je ne veux pas inventer des anglicismes, je suis désolé, mais parfois il faut parce que c'est plus efficace. Aujourd'hui, j'aime bien parler d'ambassadeurs de marque. Je vous parlais de l'influence que les Bretons exercent autour de la marque Bretagne et de leurs origines. J'aime bien le terme d'ambassadeur parce que quand quelque chose nous tient à cœur, au final, quand on y croit, c'est ce qu'on cherche en termes d'influence quand on a des consommateurs, des relais d'opinion. Il y a cette dimension d'ambassadeur, c'est-à-dire qu'on a envie d'en parler. Et ces ambassadeurs aujourd'hui, je les classerai en 4 catégories pour vous guider un petit peu dans votre vision de l'influence. Lifestyler, alors il n'y a pas de mot en français, c'est quoi? C'est des gens qui vont plutôt partager sur leur mode de vie au quotidien. Ça peut être la musique qu'ils écoutent, la manière dont ils s'habillent. Mais typiquement, la marque Bretagne, c'est aussi un lifestyle, puisque ça peut impliquer mon pull Armor Luxe, comme le chocolat que je mange ou la boisson que je vais boire, pas encore l'automobile, mais ça arrivera peut-être un jour. Et cette dimension lifestyle, elle est importante parce qu'elle est assez… Quand vous choisissez un influenceur lifestyle, en fonction de qui vous êtes, il va vous permettre de couvrir pas mal de sujets. Il y a la dimension avocat de marque. C'est quelqu'un qui va être sans doute moins axé sur la conso, mais qui va relayer vos valeurs de marque, vos engagements, et peut-être votre politique RSE, on y arrivera. Il y a la dimension créateur, s'adresser à des influenceurs qui, eux, créent des contenus, des podcasts, des vidéos, et qui vont pouvoir peut-être vous embarquer dans leur univers. Et puis, le leader d'opinion, qui est souvent plus utilisé dans le B2B, qui est cet expert, médecin, avocat, chef d'entreprise, et qui va venir quelque part appuyer votre discours d'un point de vue expertise. Okay, donc, on est plutôt passé d'un marketing de l'influence qui était l'inspiration, les blogueurs que j'évoquais, et on allait chercher de l'inspiration conso quelque part. Hein. On allait chercher l'inspiration conso beauté, alimentation, sport, à un marketing plus précis, où aujourd'hui on va chercher, parce qu'on a besoin de réponses, et parce que le monde que j'ai évoqué est en train de changer, de l'information, la distraction, d'essayer de comprendre aussi les engagements d'une marque à travers les personnes qui y croient, et encore évidemment de l'inspiration, puisque ça restera quand même un des leviers de l'influence. Si j'essaye de vous donner, alors on va descendre de plus en plus dans le concret, mais là c'est encore des caricatures d'influenceurs, mais c'est important pour comprendre un petit peu les familles.
Le lifestyler, alors j'ai volontairement choisi une dimension caricaturale en termes d'image. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être la personnalité la plus caricaturale aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que le lifestyler, c'est quelqu'un qui va inviter les gens à entrer dans leur vie, à embrasser peut-être les aspects de leur personnalité et aussi de leur consommation. Et souvent, pour le coup, le lifestyler a une expression sur les réseaux sociaux, quel qu'il soit, qui est un peu caricatural, puisqu'on se met en scène dans un univers de marque, dans un univers local en fonction d'où on est, de quelle valeur on porte, aussi de son CSP, de sa nourriture, de sa mode de voyage, du sport, de son genre. Et c'est souvent un univers assez archétypal. Et ce qu'on va aller chercher là, pour le coup, c'est des archétypes qui vont correspondre à ce qu'on veut inspirer. Peut-être pas à notre clientèle globale, mais à ceux à quoi on aspire. C'est un univers très fort dans l'univers une structure d'influenceurs très fort dans l'univers du sport, dans l'univers de la beauté, dans l'univers de tout ce qui est food. Là, il y a des femmes, mais parce que l'univers féminin est assez dominant dans le lifestyle, il y a aussi quelques univers d'hommes. Et c'est aussi assez important quand on veut ouvrir, notamment sur la beauté, son univers à d'autres origines ethniques. Il y a beaucoup aujourd'hui de marques, notamment de marques américaines au niveau de l'influence, qui essayent d'incarner une nouvelle forme de beauté, en passant par des lifestylers ou des lifestyleuses qui incarnent un autre type de beauté. L'avocat, c'est souvent un partenariat à long terme. Ici, on a un exemple avec Sarenza et Kessali, et là, pour le coup, qui est sur la violence et le combat pour les violences faites aux femmes et le combat pour les femmes. Une marque s'engage sur un sujet. Elle pourrait prendre la parole toute seule. Elle peut aussi prendre la parole à travers une femme ou à travers un homme. Et c'est assez intéressant pour le coup parce qu'on a un acteur du changement incarné par une personne qui représente, mais ça pourrait être en ce moment typiquement, il y a un gros phénomène des agriculteurs sur YouTube. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui s'expriment sur YouTube à travers des vlogs. C'est assez intéressant à voir. Ils le font pour partager leur métier et ils le font aussi parce que le métier paysan, vous le connaissez, il est assez décrié en fait. Pour plein de raisons, on sort d'une période de sur-industrialisation de l'agriculture. Les paysans ont eu souvent mauvaise presse à travers l'utilisation de pesticides. En Bretagne, nous, on a connu l'agroalimentaire avec une dimension qui était aussi parfois un peu polluante. Là, vous avez un exemple autour de la féminité et de la beauté et aussi de l'image de la femme et des valeurs. On pourrait très bien demain passer par le biais d'agriculteurs vlogueurs sur YouTube qui ne font rien d'autre en fait que d'essayer de se battre pour changer l'image de leur métier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de frontière en termes de sujets sur les avocats. Ce qu'on cherche, c'est un relais d'opinion qui nous crédibilise sur énormément de sujets comme la diversité des femmes, comme la diversité ethnique, qui sont des sujets qui nous habitent en termes de société aujourd'hui. Il y a pas mal de marques qui veulent se positionner sur le sujet. Voilà. Le créateur, qui est une forme d'influenceur qui n'est pas la plus facile à gérer, puisque par définition, le créateur crée. Donc, il revendique une forme de liberté. Quand on va sur un univers de créateurs aujourd'hui, TikTok et Instagram sont vraiment les deux réseaux sociaux où on a le plus de créateurs. Il faut accepter de rentrer dans l'univers du créateur. Si on lui confie un produit, si on lui envoie une invitation pour vivre une expérience, si on espère qu'il va parler de notre univers, il faut accepter le fait qu'on lâche un peu le contrôle. Ou alors qu'on co-crée. Et on parlera un petit peu de la rémunération des influenceurs et des plateformes d'influence tout à l'heure. Il y a possibilité aujourd'hui de bien cadrer en amont le brief et la collaboration avec le créateur pour qu'on n'ait pas au final un contenu qui certes soit influent, qui va déclencher plein de likes, mais qui ne sera peut-être pas en phase avec les valeurs de votre entreprise, de votre marque et des messages que vous souhaitez passer. Donc, par contre, c'est très immersif et quand on réussit une campagne avec un créateur, on rentre vraiment très loin, souvent vers de nouvelles cibles sur TikTok et on peut être très pertinent. On entre dans une nouvelle culture qui est une culture, il suffit de regarder sur les comptes TikTok ou Instagram, qui est essentiellement vidéo, très instantanée et avec des codes d'insertion d'images dans les vidéos qui sont pour les plus de 45 ans, on va dire, comme moi, quand même des codes qu'il faut suivre de près en création. Et un dernier type d'influenceur qui est le leader d'opinion, que nous, on active à l'agence surtout pour du B2B ou une justification d'expertise. Donc, c'est une personne qui a une voix spécifique, qui en général parle de son métier, de là où elle est, de son expertise et de son opinion. Souvent, typiquement en ce moment, quand on parle de sujets autour de l'alimentaire, et on a tous des préoccupations sur le sujet,
on va chercher une expertise qui va être une expertise d'un expert scientifique, voire d'un médecin. Donc, vous connaissez cette publicité traditionnelle qu'on voyait dans les années 70-80, où on avait une publicité, par exemple, pour un dentifrice, et on avait un laborantin ou un dentiste ou un médecin en blouse blanche qui arrivait et qui vous expliquait comment travaillait ce dentifrice. C'est ce discours-là, mais appliqué de manière beaucoup plus réaliste et par le biais de quelqu'un qui va prendre la parole autour de différents sujets. L'alimentation est un vrai sujet aujourd'hui sur lequel on utilise beaucoup d'expertise, mais en B2B, vous pouvez avoir des formes extrêmement variées en fait, d'expertise. En fonction de votre sujet, vous allez chercher un biais d'expertise qui va légitimer votre approche. Peu importe votre secteur, qu'il soit textile, alimentation, transport, on a toujours besoin d'un expert qui va être une espèce de troisième voie, un peu neutre, pas juge ni parti, pour apporter, consolider et justifier votre démarche. Alors, là, je vous ai parlé des thèmes. Il y a aussi pour moi une révolution qui est intéressante. Et c'est là aussi que je vais faire le rapport entre la blague qui n'en était pas une que je vous faisais en intro sur en quoi tous les Bretons sont aussi des influenceurs de leur propre marque. Et c'est là que j'ai en fait, que je pense qu'il y a un lien entre les marques bretonnes, notre identité et une nouvelle catégorie d'influenceurs qui, à mon sens, est clé aujourd'hui, qui sont les nano et les micro-influenceurs. J'évoquais le fait qu'avec cette pandémie, et honnêtement, on le sait tous, c'était antérieur à la pandémie, on a une révolution du marketing aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, il y a en ce moment un projet de loi qui est à l'Assemblée nationale et qui risque de révolutionner la publicité en France. Ce projet de loi, d'ailleurs, est porté par quelques députés bretons, à ma connaissance. Et ce projet de loi, il y a différents niveaux. Il y a d'abord un projet de loi sur une réforme de la publicité pour interdire certains sujets à la publicité, notamment télévisuelle et print, des sujets tels que l'alimentation lorsqu'elle est nocive au sens la grande distribution de produits qui ne s'inscrivent pas dans une transition alimentaire, l'automobile diesel. Donc ça veut dire qu'on peut avoir déjà une première bascule de révolution de la publicité. Il y a un autre projet de loi qui aussi est dans les tuyaux et qui semble assez avancé. Donc ce que je vous dis, ce n'est pas de la politique fiction, ça pourrait bouleverser un petit peu nos modes de communication, qui est autour du prospectus, de son interdiction pure et simple, et pas mal d'annonceurs basculent là-dessus, et du catalogue. Quand on dit ça, ce qu'on se dit, c'est qu'on a quand même des médias de masse qui peuvent être remis en cause parce qu'on doit changer de société, on doit changer de mode de communication. Ça veut dire aussi que sur l'influence, on connaît en ce moment un mouvement qui est un peu similaire. C'est-à-dire qu'on a tendance à basculer d'influenceurs qui étaient des super influenceurs avec une grande communauté, parfois même des personnalités sportives ou chanteurs ou animateurs de télévision qu'on allait chercher sur les réseaux sociaux, à des nano et des micro-influenceurs. Je vais vous expliquer ce que j'entends par nano et micro-influenceurs, qui vont aussi dans cette dynamique de se rapprocher un peu plus près de nos publics et de nos audiences, mais qui vont aussi dans une dynamique d'être plus crédibles, d'être plus proches. Si je reprends l'exemple de l'influenceur autour de la table de déjeuner du dimanche, cette personne, ou qui peut être un ami avec qui vous buvez un verre, c'est plus possible à Paris le soir, mais ça l'est encore en Bretagne. Pourquoi cette personne a de l'influence sur vous? C'est parce que vous vous reconnaissez dans cette personne. Et dans l'influence, on a aussi, vous voyez les courbes, la coopération, l'influence des influenceurs Instagram et leur coopération avec les marques. On a un gros développement en niveau de coopération et donc en budget d'influence aujourd'hui, d'influenceurs qui sont en dessous de 50 000 followers, voire en dessous de 10 000. Pourquoi on va les chercher? Alors, ce qu'on entend par nano et micro, je le développerai tout à l'heure, c'est des experts sur un sujet avec une petite communauté ou des gens assez transversaux, mais avec une communauté très, très moyenne. On va chercher un niveau d'engagement élevé. Souvent, on observe que ces influenceurs qui ont une communauté un peu plus petite, ils ont un niveau d'engagement élevé. Leur communauté réagit beaucoup plus. Ils sont beaucoup plus proches. Parfois même, et je vous le détaillerai avec une plateforme, on peut cibler des influenceurs locaux. Ils ont un coût plus faible et donc on peut constituer un budget avec un plus grand nombre d'influenceurs, et c'est l'exemple d'une campagne que je partagerai avec vous tout à l'heure. Multiplier les points d'influence, c'est multiplier aussi les points d'entrée vers des audiences. Plutôt que de tout miser sur un influenceur, vous l'avez vu dans le lifestyler, qui est des fois un peu archétypal,
Pourquoi ne pas choisir un pôle de 15 influenceurs qui vont incarner une diversité de localisation, de genre, quand le genre impacte la consommation, ce qui n'est pas toujours le cas, d'âge, de sujets d'intérêt. Et ça, c'est assez intéressant. Il y a cette dimension de crédibilité. On observe aussi qu'en conversion, lorsqu'il s'agit de faire acheter ou de générer du trafic vers un site de marque, le taux est plus fort. Et puis, il y a un bouche à oreille plus fort. On parle plus facilement d'influenceurs autour de nous, et ça, c'est ce que nous montrent les études, quand ces influenceurs sont assez proches. Alors, deux types d'influenceurs sur lesquels, à mon sens, il est intéressant de parier aujourd'hui. D'un point de vue performance, d'un point de vue budget, c'est d'abord les nano-influenceurs. Donc, ces nano-influenceurs aujourd'hui, ils ont une influence au sein de leur communauté locale. Alors, ce qui est assez intéressant, je vous montrais des exemples de plateformes tout à l'heure, j'ai fait une capture d'écran d'un dashboard qui va vous montrer comment on gère les influenceurs. C'est qu'aujourd'hui, typiquement, en imaginant que je porte une marque bretonne et que je souhaite porter des valeurs, par exemple de la production locale et puis des valeurs aussi en termes de marketing et d'histoire au niveau national, non seulement je pourrais, à travers une plateforme d'influence, réussir à cibler et donc contractualiser avec des influenceurs dans ma région, mais je peux très bien aussi au niveau national, sur le territoire français, voire international, réussir à détecter des personnes qui portent mes valeurs de marque et qui s'expriment aussi sur les produits bretons. Je vous montrerai tout à l'heure comment on réussit à travers des plateformes. C'est intéressant parce que pour le coup, on va générer des gens qui ont une véritable influence, mais qui partagent vos centres d'intérêt et qui vont réussir. Et c'est vrai de tous les sujets. Hein. Je vais chercher, moi, des gens qui s'intéressent à la diversité ethnique sur la question de la beauté, qui vont s'intéresser, je ne sais pas moi, à la question du bio et du prix, les deux termes associés. On peut aujourd'hui connaître les audiences et faire en sorte aussi de s'adresser à des influenceurs qui ont ce niveau d'intimité avec leurs audiences. C'est un avantage énorme aujourd'hui et c'est un sujet sur lequel nous, en agence, on travaille beaucoup. Les nano-influenceurs, c'est sur la taille de leur audience qui est un peu réduite. Les micro-influenceurs, ils ont une audience qui peuvent être nano et micro, au sens ils peuvent être aussi autour de 10 000 followers, mais jusqu'à 100 000. C'est des personnes qui sont très spécialisées sur un domaine. Le nano-influenceur que j'ai évoqué, ça peut être un père ou une mère de famille qui va s'exprimer à la fois sur l'alimentation, l'automobile, le sport, la musique, d'accord, donc ce qu'on évoquait, lifestyle. Le micro-influenceur, lui, souvent, il est sur un sujet. Il est souvent très engagé sur son sujet. Je vous évoquais le cas aujourd'hui de la tendance autour des agriculteurs, des paysans sur YouTube, vlogueurs. Typiquement, là, on est sur des micro-influenceurs. Mais ça va être un expert sur la question de l'alimentation, quelqu'un qui a un compte Instagram autour des recettes, du fooding, quelqu'un sur la beauté. Ils ont souvent une grosse confiance d'un public de niche qui les suit pour cette raison, pour essayer de comprendre comment consommer, comment agir. Ça peut être des tips, de la pédagogie, on le verra tout à l'heure. Et souvent, ils ont une communauté très fidèle. Donc, ce qu'on cherche là, c'est la crédibilité. Évidemment, et passer par leur biais, c'est profiter de leur expertise. Si je vous donne des exemples, alors, il y a plein de plateformes qui vous permettent de gérer les campagnes d'influence. Je n'ai aucun intérêt dans les plateformes digitales. Moi, il se trouve que c'est la plateforme avec laquelle je travaille et je vous ai juste mis cet exemple de cette plateforme. Pourquoi ? Parce que ça vous permet en fait de voir, quand on est à l'agence en mode gestion de campagne d'influence, comment on gère une campagne d'influence. Ce qui est intéressant derrière un influenceur, ici, c'est des macro-influenceurs, donc ni des nanos, ni des micros, mais plutôt des influenceurs puissants. Ce qui est intéressant dans un influenceur, c'est en fait de le voir dans une optique de média. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement l'influenceur, c'est qui est son audience. Et vous voyez ici, ce que je réussis à avoir, c'est le taux d'engagement de la communauté, la taille de la communauté, sa répartition par réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram quand il y a Instagram, TikTok quand il y a TikTok. Parfois aussi sa couverture internationale quand c'est le sujet. Et surtout, je peux voir l'audience. J'arrive à voir l'âge et le genre de l'audience. Là, je ne vous ai pas donné tout, mais on peut descendre sur ces plateformes aujourd'hui, sur les thématiques abordées, sur le type de contenu qui engage le plus. L'étape suivante étant de faire une sélection d'influenceurs par ce biais et de pouvoir contractualiser si j'ai demain un contenu apporté autour, par exemple, de l'alimentation, sur un produit type ou sur un engagement de ma marque. Je vais pouvoir sélectionner sur la plateforme les 30 influenceurs auxquels je vais m'adresser
contractualiser avec eux et aussi les briefer sur ce que j'aimerais partager. Est-ce que je leur demande de faire quelque chose? Est-ce que je crée un contenu? Et vous le verrez sur l'exemple que je vais partager, qu'un exemple concret de campagne. Est-ce que je crée un contenu que je souhaiterais être relayé? Et puis, je vous prends des exemples de micro-influenceurs. Vous voyez, la communauté est beaucoup plus basse ici, quoique Nicook, elle est quand même assez forte. Ce qui est intéressant ici, on le voit dès l'image, hein, c'est des gens qui nous ressemblent. Enfin, voilà. Cette slide-là est quand même plus lointaine. En termes d'image et de proximité, on est sur des influenceurs beaucoup plus quotidiens. Et on peut aussi regarder en haut de l'image, voir leur communauté, comment elle se répartit sur le territoire. Et ça, c'est un point qui est clé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la capacité, je pense que c'est un avenir de l'influence aussi, notamment pour ces raisons de Covid, où on cherche des gens qui nous ressemblent, de cibler des réseaux d'influence avec les adresses IP et en local. Et ça, je pense que c'est un point sur lequel on a tout intérêt à travailler dans les années à venir. Je regarde le timing pour voir si je ne déborde pas, parce que je vois Coralie qui me fait signe. Et donc, si il me reste 10 minutes apparemment, donc je vais accélérer. Voilà, je voulais vous montrer cette dimension concrète de gestion de plateforme. Il y a plein aujourd'hui d'outils. Il y a des startups françaises très malines qui réussissent. Moi, là, l'exemple que je vous donnais, c'est une startup avec laquelle je travaille qui s'appelle Call Square. Mais il y a plein de solutions sur le sujet. Il y a aussi des solutions très locales. Je vous cite cet exemple parce que c'est un exemple français. Il y a évidemment des grosses plateformes américaines. Mais ça vous permet aussi, en tant que marque, de piloter cette influence tout seul, de contractualiser avec la plateforme, de choisir les influenceurs avec lesquels vous allez travailler et quelque part de gérer aussi cette diversité d'influenceurs. Il y a aussi, au-delà du type d'influenceurs, des thèmes qui sont marquants cette année. Et pourquoi je le parle? Pourquoi j'en parle, pardon, c'est que rentrer dans une conversation d'influence en tant que marque, rentrer sur les réseaux sociaux par un influenceur, c'est souvent savoir s'inclure dans ce dont on débat aujourd'hui dans notre société. Et par exemple, si on est une marque dont l'univers c'est la beauté, le bien-être, eh ben, il faut savoir prendre en compte un thème qui est un thème transversal depuis quand même 2 ans, qui est après des années de pression sur les femmes d'une image marketing un peu dictatoriale et très dure. Il y a beaucoup d'influenceurs aujourd'hui autour de la body positivity. Donc, comment on réussit aujourd'hui à incarner la femme en tant que marque et par l'influence et à libérer en fait l'authenticité, le réalisme de la beauté, sa diversité. Et il y a aussi beaucoup d'influenceurs aujourd'hui qui attendent des marques, qui les challengent parfois, et qui attendent des marques qui s'expriment sur le sujet et qu'elles s'expriment différemment. Et là, il y a aussi une carte à jouer quand on est une marque pour essayer aussi de célébrer la diversité, les imperfections, quoique c'est un terme un peu bizarre, je trouve. Mais en tout cas, je préfère le terme de diversité, la diversité des femmes, des beautés, des hommes aussi, parce que je pense que les hommes, ça va nous concerner très bientôt. Et ce sera un bon retour de manivelle. Il y a aussi évidemment l'inclusivité. L'inclusivité, c'est une inclusivité qui est évidemment ethnique, mais qui est aussi une inclusivité sociale et qui est un point qui est hyper important aujourd'hui. Je vous prends l'exemple. Quand on pense inclusivité, on pense avant tout, le terme d'inclusivité, c'est pour tous. Donc là, évidemment, c'est l'inclusivité ethnique où il y a un gros effort à faire aussi sur la discrimination. C'est de la consommation, mais c'est aussi quand la marque employeur s'exprime en B2B. Qu'est-ce qu'on incarne quand on est une marque employeur? Des jeunes recrues qui vont valoriser l'entreprise. C'est une réflexion qu'on doit tous avoir. Ça concerne le genre et ça concerne l'origine. En plus, quand on est dans une région comme la nôtre, qui est une région plutôt d'ouverture et d'ouverture à la diversité, je pense qu'on a de véritables valeurs à porter là-dessus. Et c'est aussi la diversité économique. Je vous prenais l'exemple du bio. Typiquement, quand on associe le bio ou le mieux manger, le mieux consommer au prix, on est aussi dans une forme d'inclusion. On dit bio pour tous. Et c'est aussi des débats qui sont transversaux aux réseaux sociaux. Évidemment, c'est toujours bien de mettre un petit chien sur une photo. Si vous pouviez cliquer, je pense que j'aurai un bon taux de clic là, avec le petit chien sur la photo. Il y a beaucoup d'influenceurs autour du green. Et c'est un sujet, personne d'entre nous, on a eu une prise de conscience plus ou moins précoce sur le sujet. On y est tous aujourd'hui. On est tous en train d'avoir une consommation plus consciente. Et c'est effectivement un sujet clé pour les marques aujourd'hui, des campagnes d'influence. Vous pouvez le dire en tant que marque sur votre site internet, ou pire, sur l'onglet Notre philosophie avec vos engagements. C'est mieux de le dire par des preuves. Et c'est mieux de porter ces preuves par des influenceurs qui vont être proches de vos audiences. Et sur le green aujourd'hui,
l'attente des audiences, c'est prouvez-moi, vous, marque, vos engagements et faites en sorte qu'ils soient le plus concret possible. Quoi de plus concret qu'un influenceur qui va venir partager l'expérience. Pour terminer, grosso modo, si dans ce bouleversement qu'on a connu en 2020, avec une information qui est devenue clé, hein, on a été tous pendant plusieurs mois, et on le voit hier soir encore à 20h, hein, on est tous devant notre téléviseur comme on ne l'avait pas été pour écouter un discours de président de la République depuis des années. Il y a un côté un peu ORTF là-dedans. Et puis ensuite, on est pendu à nos réseaux sociaux pour chercher de l'information et on cherche tous à comprendre. Et on est tous devenus aussi créateurs puisque notre temps passé sur les réseaux sociaux depuis la pandémie est quand même, alors, d'un côté assez intéressant si on parle d'influence, d'un autre côté assez inquiétant en termes de temps passé sur le digital, mais on cherche des contenus utiles et faciles à comprendre. Et si on prend le cas d'Instagram et de TikTok, il y a un énorme boom aujourd'hui qui est une place pour les marques, qui est, certes, vous pouvez communiquer en influence autour de vos produits, de vos engagements. Vous pouvez aussi produire avec les influenceurs des contenus de marque qui vous rendent utile en tant que marque. Donc des contenus de marque autour du bien-être, mais aussi de la compréhension de ce qui se passe sur votre métier, sur votre expertise. Demain, si par exemple un EDF s'adresse à moi, Gilda, je veux bien que par un influenceur, il me propose une nouvelle forme de consommation d'énergie. J'aimerais aussi qu'il me donne des contenus utiles pour savoir comment avoir une consommation digitale plus frugale ou comment mieux isoler mon appartement et trouver des solutions économiques. Et c'est cette expertise avec des contenus immersifs, souvent par le biais de tierces personnes, autour de l'éducation, de la compréhension, et ça peut être des sujets assez hauts, hein. On voyait la diversité, on voyait le bien-être. Et il y a un réseau social qui a un vrai boom là-dessus aujourd'hui pour les jeunes publics quand vous cherchez à conquérir de nouvelles audiences, qui est TikTok. Avec TikTok, on a une jeune génération qui réussit à synthétiser des contenus très très convaincants souvent en très peu de temps, avec des clips qui peuvent être scientifiques, politiques, et notamment autour de la consommation, parce que c'est une génération qui n'a pas lâché la consommation. Et quand on connaît le pouvoir d'influence des adolescents et des jeunes adultes au sein d'une famille, je ne sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai un fils de 17 ans qui a tendance à prendre la parole sur mes engagements et à essayer d'influencer son père. Ne négligez pas la dimension de TikTok. Et sur la pédagogie, ce n'est pas un réseau social caricatural où des ados passent leur temps à s'amuser. C'est aussi un endroit où vous essayez de comprendre le monde et quand on est une marque, on peut y aller. Un exemple d'une campagne sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, qui est pour Carrefour. Je ne suis pas là pour parler des campagnes sur lesquelles je bosse, ce n'est pas le sujet. Je vous le donne juste parce que je connais cette campagne-là et je vous le donne juste pour que vous essayiez de comprendre. Le Carrefour piéton, on connaît le drive et on a tendance à moins connaître le fait qu'on puisse aussi, dans une période de pandémie, c'est assez important, de commander ses courses en ligne et aller les chercher à pied. Et en fait, on peut faire une publicité sur le sujet. On peut essayer d'avoir une couverture nationale, comme c'est le cas sur cette campagne, pour en fait donner la possibilité à des influenceurs en leur offrant un panier, c'est-à-dire en leur offrant un budget pour aller faire des courses chez Carrefour, d'aller expérimenter en live ce que c'est de commander en ligne, ce que c'est d'aller chercher son sac, et derrière leur demander juste en échange de ce budget de course, de retranscrire leur expérience. Et évidemment, vous voyez derrière, on a en fonction des réseaux sociaux des gens qui vont faire une vidéo du frigo avec ce qu'ils ont acheté, qui vont être plus sur le produit, en citant, et l'engagement, c'est grosso modo, je vous offre une expérience de marque, en échange de quoi vous allez devoir citer la marque Carrefour France, Carrefour Piéton, partager sur vos réseaux sociaux votre propre expérience. Certaines personnes vont partager, là vous voyez avec la vidéo Food Drive Piéton Showcase, un événement auquel on les invite. Un événement, c'est un type de contenu. D'autres vont dire que le nouveau hit bag de la rentrée, c'est le sac en papier craft de Carrefour Piéton. Et ce qu'on essaye d'avoir là-dedans, c'est en fait, si je bascule sur la manière dont on a travaillé sur la plateforme, c'est en fait de pouvoir piloter en temps réel un choix d'influenceurs, ici 14, qui vont correspondre à une couverture de réseaux sociaux. On sait tout de suite quelle cible potentielle on va toucher. Donc, on arrive à maîtriser cette qualité-là et c'est des points sur lesquels vous pouvez jouer. On arrive derrière à avoir aussi un retour sur investissement, c'est-à-dire quelle publication, parce c'est du rationnel. C'est aussi derrière, on est là pour générer des leads.
quel type de publication j'ai touché. Donc ici, une campagne essentiellement Instagram. Mon niveau d'engagement, 60 000, c'est plutôt pas mal. Et derrière, j'arrive à voir quel type d'engagement j'ai eu, parce qu'un engagement, ça peut être des likes, un nombre de vues, des gens qui ont partagé les contenus pour les relayer. Donc là, 366, ça veut dire du média naturel, qu'on va toujours chercher. Et derrière, réussir à valoriser un petit peu ce que représente finalement ce que j'ai gagné en média naturel. Donc là, on estime à peu près à 20 000 euros le bénéfice naturel qu'on a réussi à générer, au-delà de ce qu'on a investi évidemment en budget pour s'adresser à ces influenceurs qu'on a activés et qu'on rémunère pour le coup avec, pour le coup, en fonction du budget qu'on a, on peut estimer à peu près la rentabilité du projet et leur performance. Voilà, donc j'ai essayé de couvrir le sujet. J'espère que ce n'est pas trop dense parce que je voulais aussi vous donner un contexte assez global. Et pour moi, c'était important de vous montrer aussi le back-office, même si c'est malheureusement frustrant et trop rapide, mais vous montrer aussi le concret, c'est-à-dire le contexte Covid, en quoi il impacte aujourd'hui l'influence, mais aussi le concret, c'est-à-dire la plateforme, d'où les screenshots sur les plateformes qu'on utilise en toute transparence, pour que vous voyez aussi que c'est pilotable par vous en direct. Ça peut passer par une agence, mais ce n'est pas automatiquement par le biais d'une agence. Qu'aujourd'hui, il y a un véritable enjeu sur le local. Et je pense que vous comprenez en plus qu'on arrive à détecter aujourd'hui des influenceurs en fonction de leur sujet d'intérêt. D'où le parallèle que je faisais en intro sur le fait que tout Breton est influenceur de sa propre région, de son identité et potentiellement aussi des produits qui sont dans cette région. Parce que c'est par le discours en fait qu'on réussit à détecter les influenceurs. Donc imaginez aujourd'hui si j'utilisais une de ces plateformes d'influence pour essayer de crawler tous ceux qui ont partagé fiers d'être bretons dans l'année passée, je pourrais associer ça à des termes, à des centres d'intérêt qui seraient la beauté, le lifestyle, le sport, et derrière, avoir des influenceurs de la région et de les croiser par l'endroit où ils vivent, mais aussi sur quel sujet d'expression ils s'expriment. Si j'essaye de vous donner, avant de terminer, 3 points clés pour guider votre stratégie d'influence, et encore une fois, c'est entièrement subjectif, mais c'est pour ça que je suis là avec vous, au regard de ce que j'ai pu voir ces dernières années, sur tout ce que je sens pour toutes vos marques dans l'année à venir, et surtout des leviers qui soient actionnables quand vous êtes cet après-midi dans votre bureau et que vous posez la question de l'influence. Aujourd'hui, avant tout, il faut avoir du sens plus que jamais. C'est capital. Avoir du sens, c'est parfois difficile. C'est-à-dire que quand on est une marque en influence, ne pas aller s'exprimer sur un territoire sur lequel on n'a pas d'engagement réel. Bien valider ses preuves. C'était très facile il y a 5 ans et 10 ans d'avoir une philosophie de marque où on allait s'exprimer à la fois sur la diversité, la transition écologique, la dimension sociale et solidaire. Aujourd'hui, faites-le si vous avez des preuves à porter. Ça, c'est capital, parce que quand on recherche cette proximité avec un ambassadeur, vous allez choisir un ambassadeur pour sa crédibilité auprès de votre audience. Il faut que ce que vous allez lui donner comme discours soit crédible. Et c'est parfois compliqué quand on travaille sur une campagne d'influence, et moi je travaille avec plusieurs grandes marques, de leur dire ce sujet-là, vous êtes légitime à vous exprimer, ce sujet-là, attendez encore quelques années. Ou travaillez vos preuves. Et c'est un point clé. On cherche un leader d'opinion pertinent, il faut qu'en tant que marque, on soit pertinent pour le faire. Et sur la région Bretagne et sur l'économie bretonne, on a des points clés que vous connaissez. Hein. La dimension locale aujourd'hui est un sens très très fort sur la production et qui a énormément de valeur. Et je pense que c'est un point qui donne du sens à pas mal de vos démarches. La dimension de l'engagement environnemental est aussi un point clé, et évidemment la proximité. Il faut investir pour un engagement réel. Donc c'est important d'avoir des ambassadeurs au long cours. Le premier point ici, c'est des leaders d'opinion pertinents qui vont vous accompagner, pas sur une campagne, mais sur un an, qui vont porter vos engagements de manière récurrente auprès de leur communauté. Et derrière, c'est bien aussi d'investir pour des influenceurs qui ont un engagement réel. Ceux que j'évoquais tout à l'heure, qui vont être peut-être moins au niveau de votre engagement en tant que marque globale, mais tous ces nano et micro-influenceurs qui nous ressemblent à nous tous qui sommes autour de cette table, mais non, autour de ces ordinateurs, et qui sont plus réels, et qui vont parler de la vie de famille, de la consommation, des contraintes économiques auxquelles on va devoir faire face, qui vont être capables d'associer certes les produits d'une marque et des engagements sur la transition énergétique ou alimentaire, quelle qu'elle soit, mais aussi le prix, la durabilité, l'expérience conso,
qu'on ressent aussi quand on porte un vêtement. Et donc, tous ces nano et micro-influenceurs qui vont contribuer à cette proximité. Ça, c'est la dimension engagement réel. Donc, travaillez le haut, votre engagement de marque avec des ambassadeurs, travaillez votre engagement réel. Ça, c'est peut-être moins des fois sur la durée. Ça peut être campagne par campagne, produit avec produit, de renouveler un casting d'influenceurs. Et puis, ce qui est important aujourd'hui, c'est vous rentrez en influence, vous êtes une marque, vous contribuez à une société. Quand on est en influence, en général, on va sur les réseaux sociaux par le biais d'ambassadeurs. Difficile aujourd'hui en tant que marque de ne pas faire entendre votre voix sur des sujets sensibles. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'exprimer, c'est un peu comme sur les engagements, sur vos preuves et sur vos engagements de marque. Il ne faut pas s'exprimer sur tout, mais il faut se poser la question de sur quoi vous pouvez aujourd'hui vous engager et réagir. Il y a aujourd'hui aussi chez les influenceurs, et nous en tant que consommateurs, j'imagine que vous le voyez dans votre pratique des réseaux sociaux, de plus en plus de personnes qui viennent toquer à la porte des grandes entreprises en leur demandant des comptes. Comment on demande des comptes quelque part aux politiques ou aux institutions sur leurs engagements? Donc, il faut se poser la question de savoir de manière positive, constructive, sur quoi je suis légitime aujourd'hui sur des sujets sensibles qui peuvent être économiques. Des fois, on peut s'engager sur des sujets qui vont être, par exemple, le soutien à la pêche locale, sur des sujets qui vont être la diversité, comme on l'a vu, si on prend le cas d'Yves Rocher, la diversité en termes d'incarnation de beauté et d'origine ethnique. Ça peut être l'environnement, il y a énormément de sujets. Et en tout cas, la non-prise de parole va être de moins en moins tolérée. Je vais terminer sur ces 3 points. Je pense qu'il n'y a plus de slide derrière. C'est la dernière. Il n'y a même pas une slide merci, mais je vous remercie. J'avais oublié la slide merci. Je termine sur ces 3 points et puis je serai à votre disposition, je crois, si j'ai bien compris ce qu'a dit Coralie, pour répondre à vos questions plus tard. Merci à tous. Merci beaucoup, Gilda, pour cette présentation très riche. Je propose que du coup, on passe aux questions. On va se donner 10 minutes de questions-réponses puisqu'on a reçu des questions par mail. Et ensuite, on fera une courte pause avant de passer au sujet suivant. Alors, on a un petit souci. Voilà, Gilda, est-ce que tu peux enlever ton partage d'écran? Et je vais passer du coup la parole à Anne-Marie Corne, donc, qui est l'animatrice Finistère Sud, qui va poser les questions à Gilda. J'ai enlevé le partage. Oui, c'est bon, Gilda. Ouais, c'est bon. Bon, merci en tout cas pour ton intervention. Alors déjà, pendant justement ton intervention, il y a eu beaucoup de questions sur les fameuses plateformes qui permettent d'identifier les nano et micro-influenceurs. Et je crois que les gens veulent que tu nous donnes quelques noms, voilà, pour qu'on puisse les trouver facilement. Bon, l'avantage, c'est que je suis neutre sur le sujet parce qu'il se trouve que moi, si je prends mon cas, parce que je suis comme vous, j'ai cherché la meilleure plateforme. Et c'est un univers qui bouge beaucoup parce que c'est encore un univers où il y a beaucoup de recherche, de développement. Dès que j'ai tendance à en utiliser plusieurs. Il y a pour moi, alors je vais faire un peu dans le franco-français. Alors je ne connais pas de plateforme bretonne, autrement je vous en aurais. C'est ce que j'allais te demander. Même si il y a une start-up rennaise que je vous conseille, qui est plus pour le travail, j'en profite pour leur faire de la publicité, qui est plus pour le travail collaboratif en ligne, qui s'appelle Klaxoon. C'est des Bretons que j'ai rencontrés aux États-Unis d'ailleurs. Donc vous voyez comme quoi cette influence n'est pas une légende. Sur la gestion des influenceurs, mais aussi sur leur détection. Vous avez vu qu'il y a 2 points clés. Il y a comment je détecte, c'est un peu comme un casting, les influenceurs qui vont correspondre à ma marque, qui vont porter ces valeurs. Je pense à 2 entreprises françaises, une qui s'appelle Linkfluence. Je vais vous le mettre dans le chat peut-être. Est-ce que je peux le mettre dans le chat? Non, là, je n'ai pas la main sur le chat. Linkfluence, c'est Linkfluence. Link comme un lien, fluence comme l'influence. C'est une plateforme qui permet, à mon sens, défaut qualité. Qualité principale, c'est une plateforme qui est top pour détecter les influenceurs, les qualifier, qui a une grosse capacité à crawler le web et à ramener une bonne base d'influenceurs, et qui est pas mal pour derrière gérer ses campagnes d'influence, mais qui ne fait pas la dernière partie, qui est la contractualisation avec les influenceurs, c'est-à-dire l'argent, le budget. Une deuxième start-up que j'ai citée tout à l'heure,
c'était les captures d'écran que je vous ai montrées, qui s'appelle Call Square, K-O-L pour Key Opinion Leader, Square, S-Q-U-A-R-E, K-O-L-S-Q-U-A-R-E. Ils ont des bureaux à Paris, ils sont français. Ce que j'aime beaucoup dans cette plateforme, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Quand vous ne voulez pas passer par une agence et piloter dans votre direction marketing, ça vous permet de tout gérer de A à Z. D'avoir, vous avez vu, vous vous souvenez des écrans où il y avait cet exemple de macro-influenceurs et micro-influenceurs. Vous pouvez mettre des thématiques en avant, ce qui est votre objectif, voire même votre budget. Donc, je veux toucher des influenceurs autour de l'alimentaire. Et je crois que derrière, on a Paysan Breton, donc ça fait un bon lien. Je veux des gens qui soient plutôt en famille. Je veux toucher des femmes et des hommes qui s'expriment sur le food, qui s'expriment peut-être sur le bio, je ne sais pas. Et j'ai 10 000 euros. Je vais pouvoir à partir de là piloter mon budget. Et la plateforme gère le casting d'influenceurs. Vous avez vu, on arrivait à avoir le nombre de publications à peu près que je peux espérer en fonction de leur audience. Et derrière, contractualise. C'est-à-dire va envoyer un message aux influenceurs, va gérer le budget et va s'occuper de leur rémunération. Le tout moyennant évidemment un abonnement à la plateforme, puisqu'en général, le modèle, parce que j'imagine c'est une autre question, peut-être Anne-Marie qui est posée de ces plateformes, c'est un abonnement avec derrière une limite de campagne d'influence, d'usage de la data. Après, il y a plein de solutions américaines aussi qui existent sur le marché sur le sujet. Donc, il y a énormément de plateformes qui existent. Ok, merci. Alors, j'ai une question de Nathalie qui te demande le côté caricatural des lifestylers va-t-il être encore compatible avec la recherche de sens et de vérité des consommateurs? Ouais, c'est une bonne question et j'ai envie de répondre de moins en moins. Je crois que les grands influenceurs avec la dimension caricaturale, c'est pour ça que j'ai choisi cette image, sont des archétypes qui vont connaître sans doute la même défiance qu'on a aujourd'hui par rapport à la publicité ou à certaines formes de publicité, où en fait, on a besoin de cette proximité, on a besoin de ce crédit et on a besoin que des marques nous parlent plus vrai. Donc, effectivement, de la caricature, quelle qu'elle soit, publicitaire ou dans l'influence, avec ces grands influenceurs, elle est de moins en moins performante. Et c'est une des raisons qui fait que beaucoup de marques aujourd'hui basculent vers la multiplicité d'influenceurs plus proches. C'est qu'effectivement, il y a une question d'incarnation, mais il y a une question de performance. Ça marche beaucoup plus. Je pense aussi que les grands influenceurs ont quelque part tué la poule aux œufs d'or en faisant trop de campagnes. Et on le sait, en fait. C'est un peu comme les publi infos. Voilà. Il y a eu un flou juridique pendant des années et certains en ont profité. Ouais. Et du coup, pour rejoindre un peu cette idée, j'ai une question de Stéphane qui dit est-ce qu'on peut reparler des influenceurs du repas du dimanche? Est-ce qu'au final, nos clients, les clients d'une marque, ne pourraient-ils pas devenir justement endosser ce rôle de micro-influenceur? Oui, mais moi, les influenceurs du repas du dimanche, où je repense à ce que nos mères, pour ceux qui ont mon âge, ont pu connaître avec les réunions Tupperware dans les années 70, qui était une sacrée démarche marketing, où il y a eu Weight Watchers par la suite. Aujourd'hui, si je prends le cas d'Yves Rocher, il y a aussi Yves Rocher s'appuie sur des femmes qui sont des avocates de la marque, qui vont être comme des relais aussi, quasiment VRP de la marque. Et ça, c'est hyper important. Alors, après, je pense qu'il ne faut pas séparer aujourd'hui le repas du dimanche de l'influence en social media. Pourquoi? Parce que dans le repas du dimanche, on parle aujourd'hui de ce qu'on a vécu en ligne aussi. Et souvent, on va citer cette vidéo YouTube, on a son téléphone pas loin, et en fin de repas, on va montrer aussi ce contenu-là. Et je pense que le repas du dimanche, c'est Stéphane, c'est ça qu'évoque Stéphane, c'est effectivement une grande dimension d'influence aujourd'hui, mais c'est aussi un repas qui est influencé par l'influence qu'on a en ligne. Et on a vu tout à l'heure aussi qu'on a tendance à beaucoup plus citer des influenceurs qu'on estime crédibles et qui sont proches de nous. Donc moi, dans une campagne d'influence, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un bon taux de clics sur les influenceurs qui ont travaillé avec moi. Et ce qui serait top en plus, c'est que les personnes qui ont vu le contenu de ces influenceurs en parlent dans le repas du dimanche. Là, et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais.
Alors, j'ai Caroline qui nous demande, dans une société en quête de sens et de vérité, le Graal de l'influence n'est-il pas une relation non financière avec nos ambassadeurs? Oui, c'est l'idéal. C'est l'idéal et certaines marques peuvent se le permettre. C'est des marques où on considère qu'on a une influence naturelle. Et il y a des marques, et alors c'est intéressant en plus quand on parle de produits en Bretagne, parce que, et c'est pour ça que je reviens à cette dimension identitaire. Vous avez sans doute, en fonction des marques pour lesquelles vous travaillez et par rapport à cette identité régionale, une partie du public qui est prête à revendiquer naturellement le soutien à vos produits. Et là, il peut y avoir une influence naturelle. Il y a deux limites à ça. Première limite, quand on a une influence naturelle et qu'elle n'est pas contractuelle, on ne pilote pas cette influence-là. Donc, je peux très bien porter un de vos produits en parlant, mais en parlant mal. Puisque je n'aurais pas eu de dialogue avec la direction marketing de la marque, on ne m'aura peut-être pas bien expliqué la démarche. En fait, je vais dire ce que je comprends. Ce qui peut être top, très bien marché. Et on sait aujourd'hui, typiquement, à l'opposé de produits en Bretagne, je vais vous donner un exemple, c'est quoi les marques qui ont la plus grande influence naturelle et qui n'investissent pas ou très rarement dans des campagnes d'influence? C'est par exemple Nike et Apple. Nike et Apple ne fait pas de campagne d'influence. Pourquoi? Parce que dès qu'un iPhone, et c'est quand même une tragédie, dès qu'un iPhone va sortir, c'est un événement culturel aujourd'hui en tant que tel. Donc l'influence, elle se fait. Il y a très peu de marques qui ont quand même cet impact et cette influence. Donc, si vous détectez des influenceurs naturels qui parlent de vos produits spontanément, chouchoutez-les, ça c'est de l'or. Et je citais Yves Rocher tout à l'heure, c'est un exemple où il y a des femmes qui en parlent naturellement, mais c'est le cas, je pense, de plein de marques qui ont leur origine en Bretagne. Détectez-les par les plateformes que j'évoquais tout à l'heure. Voyez qui parle de vous. Et c'est une question qui est hyper importante. Et ceux qui parlent de vous, peut-être qu'ils vont continuer de parler avec vous naturellement, peut-être que vous pouvez les soutenir aussi, leur offrir des produits, les contractualiser. Il y a plein de formes de relations, les inviter. Ok. On a une dernière, on a 2-3 questions qui tournent autour du sujet du budget. Voilà, donc combien coûte peut-être le fait de reprendre les plateformes que tu nous as citées tout à l'heure, voilà, avoir une idée de budget. Je sais que c'est pas facile. Alors, je ne vais pas vous donner de chiffres, je peux juste vous dire que par rapport à tout ce que vous connaissez en termes de budget marketing, c'est sans doute les démarches les plus raisonnables. C'est le premier point. Deuxième point, c'est que, alors c'est des fois un gros mot quand on parle de test and learn. Excusez-moi, je vais mettre l'alimentation sur mon ordi parce qu'il est en train de s'éteindre. Problème technique. Voilà. Quand on parle de test and learn, c'est des fois un gros mot, là c'est vrai sur l'influence. Vous pouvez commencer petit, vous pouvez commencer avec des budgets qui vont être aux alentours par exemple entre 5 000 et 10 000 euros. Modéliser sur une plateforme ce que ça vous donnerait en termes de couverture d'influenceurs. À partir de là, voir la performance que vous aurez en face. De toute manière, ce qui est bien avec l'influence, c'est qu'on peut, quand vous travaillez avec des plateformes du type Cold Square que je citais tout à l'heure, vous pouvez modéliser votre campagne d'influence telle que vous avez des KPI, des objectifs qui sont définis avant de mettre 1 euro sur la table. Donc, je mets 5 000 euros, je vais pouvoir toucher tant d'influenceurs et ma campagne, elle n'aura atteint son objectif que si j'ai eu tel taux d'engagement. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez réaliste dans l'influence. Après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont à prendre en compte aujourd'hui, et particulièrement dans un monde désincarné comme le nôtre. Je trouve que faire vivre des expériences aux influenceurs, les inviter, les recevoir, que ce soit sur son site de production, auprès de sa direction marketing, en retail, lorsqu'on a encore des magasins ouverts, c'est aussi quelque chose d'assez clé qui peut être un budget, mais qui a un autre budget, qui est celui du transport, de l'invitation, de l'expérience. L'expérience, elle est assez intéressante d'un point de vue budgétaire, parce qu'elle génère du contenu. Un influenceur qui vient vous voir à Lorient, à Lagacy, à Vannes, c'est un influenceur qui va aussi partager ce qu'il a vécu avec vous. Donc ça peut être une deuxième dimension de budget. Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est des budgets en général assez pragmatiques. Et je vous invite, en tout cas, si vous voulez vous lancer, à commencer petit, à tester, à voir ce qui marche. Derrière, à construire votre budget au fur et à mesure. Et sur les plateformes en tant que telles, renseignez-vous, mais c'est des abonnements
qui vous permettent aussi de commencer plutôt petit et qui sont très raisonnables. Ok. Merci beaucoup, Gilda. On a juste une petite dernière question qui nuance aussi un peu les propos sur l'influence. C'est peut-on tomber sur des profils influence imposteurs qui gonflent leur visibilité avec des réseaux internes factices sans vraiment toucher le public cible? Et si oui, comment les éviter? Je pense que ce sera la question de fin qui nuance aussi l'influence et qui est important de poser. C'est une super question. Et on est à la fin de cette période-là. Alors, c'est un peu comme dans l'alimentation, hein. Dans l'influence, il s'est glissé des parasites comme dans l'alimentation, c'est-à-dire en fait des influenceurs qui gonflaient leur communauté avec des bots, avec des robots, ou qui allaient acheter des communautés assez fausses à l'étranger. C'est très simple. Tout l'intérêt, justement, de passer par une plateforme qui vous permet de qualifier vos influenceurs, c'est que quand vous voyez qu'un influenceur qui habite, je dis n'importe quoi, on va dire à Auray ou à Crac, encore plus petit qu'Auray, et qui a tout d'un coup 30% de sa communauté qui est brésilienne ou chinoise, alors qu'il parle de pêche locale, c'est qu'a priori, il y a un problème de qualification de sa base. Et en fait, comment on réussit à le qualifier? Par ces plateformes. D'abord, les plateformes arrivent aujourd'hui à détecter les bots et donc à faire en sorte qu'on a une influence naturelle qui ne soit pas exponentielle. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, c'est aussi pour ça qu'on passe par des nanos et des micro-influenceurs. Parce que souvent, ceux qui ont acheté des communautés, souvent à l'étranger ou par le biais de robots, c'est les grands influenceurs qui avaient une course à l'audience. Ok. Merci beaucoup en tout cas. Et on a encore d'autres questions, mais on ne va pas pouvoir forcément tous y répondre parce que voilà, on est dans le timing. Merci beaucoup Gilda pour cette intervention. Bonne journée. Voilà, on partagera le PowerPoint au présent selon ton accord. Et puis s'il y a d'autres questions, on verra comment on peut les gérer. Merci beaucoup. Je propose qu'on fasse une courte pause. Donc là, j'ai 10h50 sur mon écran. On reprend donc à 55. Ça permet le temps d'aller boire un café ou prendre l'air un petit peu. À de suite.